Voilà, là on est prêt. Parfait. Hop, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Ouais, c'est parfait. Merci. Là, tu pourras partager l'écran si besoin. Magnifique. Eh ben, super, bah, on est très très content d'être sur le Discord de CryptoMask hein, pour vous présenter le projet Block. Ben, merci à vous d'être là. C'est pas une première, mais c'est un exercice auquel on commence à se plier de manière régulière. Je pense que c'est le troisième AMA qu'on fait. Donc on commence à être rodé, mais voilà. Ça marche. Très bien. Alors pour information, la masse sera enregistrée, hein, donc il sera aussi visible sur YouTube plus tard. Très bien, super. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer si vous êtes prêts. On est prêt. Donc voilà, bon, déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Tout à fait. Eh ben, je me présente, donc Pierre Soulette. Donc ce projet, cette idée en tout cas, elle date de juillet 2020 avec Wakas Makboul, donc qui fait partie également des cofondateurs, qui est un peu moins visible que nous, mais qui œuvre dans l'ombre. Et du coup, voilà, c'est un projet. Donc, on travaillait ensemble chez Century 21, où on a eu des très jolis scores. Et donc, on parlait crypto, on parlait blockchain, on parlait immobilier très souvent. Et du coup, on a parlé donc, de tokenisation immobilière. À l'époque, on n'avait ni les compétences en blockchain, ni les compétences en immobilier, dans le sens où on n'avait pas encore forcément traité énormément avec des institutionnels, avec des family office, des fonds d'investissement. Et effectivement, donc Wakas aujourd'hui travaille chez Icori. Icori, ça a été créé par un des cofondateurs du Crédit Foncier, Stéphane Imovic, qui l'a recruté donc en 2020 et du coup qui lui a présenté un petit peu tout son réseau, parce que eux font du conseil justement en arbitrage, valorisation, vente à la découpe. Ils font de la gestion d'actifs aussi, d'immeubles résidentiels pour des fonds d'investissement. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il a su faire grandir son réseau et éprouver des techniques d'investissement et des façons d'investir dans l'immobilier qu'on souhaite aujourd'hui dupliquer public dans le projet Bloc. Et donc, en parallèle, donc moi, j'étais donc avec Pierre ici présent, on a créé WeLabs, qui est une agence web, donc la base destinée à faire des applications mobiles et des logiciels d'entreprise. Et puis, on a envoyé l'année dernière, en fait, nos devs en formation blockchain. Et donc, les compétences montant en immobilier et en blockchain, bah, on s'est senti les épaules, effectivement, aujourd'hui pour monter un projet tel que Bloc. Super. Donc pour ma part, moi c'est Pierre Maffre. Donc moi je m'occupe principalement de ce qui va être la stratégie digitale pour le projet Bloc. Pierre étant, comme vous l'avez peut-être compris, plus orienté sur la partie produit, donc voilà, plus axé sur l'immobilier. Et moi effectivement je travaille en concours avec Oumar, qui est notre lead dev sur le projet, que je chapeaute. Pour la conception, la réalisation de la plateforme, des différents smart contracts et puis tous les outils qui vont avec, hein, que ce soit pour le mint des NFT prochainement, pour les interfaces de block et vesting également liées à l'achat de jetons à l'occasion de la private sale. Et effectivement, je suis aussi associé chez WeLabs, donc société, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais qu'on a montée en 2018. Très bien. Voilà pour Et les présentations. voilà, donc du coup, très bien pour les présentations. Et du coup, est-ce que vous voulez nous présenter votre projet en deux mots? À quoi consiste votre projet? Quel est votre cœur de cible, etc. Alors, en deux mots, ça risque de faire un peu court. On va essayer d'être positif quand même. Donc, Block, en fait, l'idée, c'est de rendre l'investissement immobilier accessible à tous, grâce effectivement à la tokenisation de l'investissement immobilier.
aujourd'hui en France, c'est pas forcément évident de tokeniser l'immobilier en lui-même, puisqu'on ne peut pas diviser un bien comme on le souhaiterait sur la blockchain. Donc on a effectivement trouvé une mécanique où on va tokeniser donc, à partir de 50 euros. Ça sera le prix de départ pour pouvoir investir en crypto ou en fiat. Et donc on va tokeniser des obligations qui seront indexées sur la rentabilité de l'immeuble et qui donneront également droit à un bonus à la fin de l'obligation qui correspondra à la plus-value réalisée sur le bien. Donc ça, c'est la première partie de Block, c'est rendre l'investissement immobilier accessible à tous. La deuxième partie, c'est de rendre l'immobilier liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un bien, déjà, ça prend du temps. Donc, il y a le temps de recherche, il y a le temps de trouver un locataire, il y a le temps de faire des travaux. Donc ça, c'est un temps qui est incompressible. Et puis même au moment de la revente, on est de toute façon confronté à ces temps. Même si on trouve un acheteur tout de suite, on a toujours les délais des notaires qui peuvent être assez longs. L'idée avec Block, c'est que son token Block qui représente son investissement immobilier, c'est qu'il puisse être revendu de manière instantanée directement sur un marché secondaire. Voilà, qui puisse être revendu directement sur un marché secondaire. Ça, c'est la deuxième partie de Block. La troisième partie du Block, c'est l'idée de pouvoir faire un peu ce qu'on peut faire dans l'immobilier, mais pareil, qui n'est pas forcément évident, c'est, on va appeler ça l'hypothèque ou le nantissement. C'est le fait de mettre en garantie son bien pour obtenir des fonds. Là, l'idée, ça va être de mettre ces blocs en collatéral sur des protocoles DeFi pour obtenir instantanément un financement. Imaginons, j'ai 10 000 euros de blocs, je les mets en collatéral sur DeFi, je vais pouvoir instantanément avoir un prêt de 50 à 60% de la valeur de ces blocs, donc 5 000, 6 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera en fin de roadmap sur le projet, mais voilà, c'est un peu les trois étapes et ce que permet de faire la blockchain aujourd'hui sur l'immobilier. Très bien, merci beaucoup. Je vois que vous avez choisi la blockchain Elrond. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et je voulais savoir à quel point vous étiez dépendant de cette blockchain. Que se passe-t-il si demain Elrond meurt? C'est une bonne question. Alors pourquoi on a choisi cette blockchain? Il y a deux axes de réflexion qui nous ont fait nous orienter sur le choix de cette blockchain. Un axe technique, effectivement, la blockchain Elrond, c'est une blockchain qui est extrêmement robuste, qui est rapide, qui est peu chère, qui donc nous permet d'envisager d'exploiter cette activité sur cette blockchain. Euh, il y a aussi une forte volonté donc, de la team Elrond de mettre la blockchain à l'échelle d'Internet. Et ça, c'est extrêmement encourageant. On a vu également tous les efforts qui ont été déployés ces derniers temps par la team, qui est assez rassurant pour nous qui construisons des outils sur une blockchain, de voir qu'il y a une team vraiment présente derrière, qui répond, du moins qui essaie de répondre aux problématiques dans les meilleurs délais. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, mais là qui répond plus à une stratégie finalement, c'est que la blockchain Elrond, il y a une forte communauté française dessus. Nous, notre projet va s'adresser dans un premier temps à un cœur de cible qui sera principalement français, mais pas que, mais principalement français. Donc on y voyait une sorte de cohérence à pouvoir développer notre outil sur cette blockchain, en sachant aussi que c'est une blockchain c'est une jeune blockchain, il y a encore de la place pour pouvoir s'y installer. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui nous ont fait nous orienter sur le choix de la blockchain. Voilà, et du coup, en termes étant donné que c'est une blockchain assez jeune, imaginons demain, il y a un problème sur la blockchain, ça tombe à zéro. Contractuellement, qu'est-ce qui se passe pour vos holders? Alors contractuellement, il se passera rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée de Block, c'est de pouvoir aussi dupliquer l'intégralité de ce qui est développé en langage Rust, en le faisant en Solidity, qui est le langage natif d'Ethereum, pour justement se prémunir en fait de problématiques qui seraient liées à la blockchain et qu'on puisse du coup pouvoir faire switcher l'outil de la blockchain Elrond à la blockchain Ethereum ou à un layer 2 Ethereum. Sachant Type que Arbitrum par exemple.
Sachant qu'ensuite, pour assurer sur la partie investissement des blocs, si jamais demain, effectivement, les titres seront représentés sur sur la blockchain et permettront de fluidifier les flux financiers, il y aura quand même, puisque toutes les personnes qui seront sur le bloc seront KYC, il y aura quand même un contrat qui sera signé électroniquement. Donc on aura quand même une sauvegarde si demain la blockchain Elrond venait à disparaître, on aura quand même une sauvegarde qui a investi dans chaque projet. Et du coup, on pourra continuer effectivement de payer tout le monde. C'est une solution. Ça, enfin, voilà, on aura entre guillemets un bac. Oui, en Un fait, la bac. blockchain, ce n'est qu'un outil, c'est pas la finalité. Si la blockchain s'effondre, votre projet s'effondre pas avec. La C'est ça. blockchain, elle vous permet juste de rester en contact avec vos investisseurs, en fait. En fait, la blockchain permet de fluidifier les flux financiers, de permettre une revente facile sur le marché secondaire, puisqu'aujourd'hui, c'est une des grosses problématiques des projets de crowdfunding immobilier, c'est la revente sur le marché secondaire. Et du coup, on solutionne ça en rendant le marché liquide. Et la troisième chose, c'est la collatéralisation. Ça, c'est ce que permet au final la blockchain. C'est un projet qui peut tout à fait exister sans blockchain, puisqu'on le voit, on a par exemple en France Brix qui existe, qui d'ailleurs va passer sur le même modèle que nous, a priori, puisqu'eux faisaient de la distribution de royalties, mais aujourd'hui, ils vont se mettre à faire de l'obligation aussi. Euh, donc voilà, sans aller aussi loin que nous, parce qu'ils ne sont pas sur la blockchain et ils n'ont pas forcément cette volonté-là a priori. Mais, euh, mais voilà. Bah, puisque vous parlez des concurrents, par exemple, on connaît Realty, qui fait un petit peu la même chose que vous. En quoi vous êtes différent? euh, Qu'est-ce qui vous différencie de Realty, en fait? Il va y avoir différentes choses. Déjà, on est sur le marché français. C'est un marché qui est assez particulier et qu'il faut bien connaître. La grosse différence qu'on va avoir, ça va être surtout sur les relations et les connaissances en immobilier que Wakas et moi pouvons avoir. Surtout Wakas d'ailleurs, qui, on peut dire, est un extraterrestre de l'immobilier. Il commence à se faire un nom avec les grands acheteurs aujourd'hui en Europe, que ce soit les institutionnels, les fonds d'investissement, les family office ou autres. Aujourd'hui, il a l'habitude de traiter avec tous ses interlocuteurs et il est capable de sourcer des produits qui font une grosse différence. Et c'est là, effectivement, où on compte apporter, nous, une grosse plus-value, c'est sur les rendements attendus, puisque de la concurrence qui en est, tant mieux, finalement, puisque ça veut dire que c'est un marché qui se porte bien. Aujourd'hui, des CPI, il n'en existe pas qu'une, des possibilités d'investir dans l'immobilier, il y en a des dizaines. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est nous d'apporter une solution un peu nouvelle qui permette d'aller plus loin dans les mécanismes. Et effectivement, là où on sait qu'on pourra se différencier, ça va être notamment sur des façons d'investir qui seront pourquoi pas différentes et permettront d'apporter un peu plus de rendement et d'intérêt. Et puis je vais apporter aussi un complément de réponse. Le workflow juridique de Block n'est pas le même que celui de Realty. Realty, eux, procèdent par une tokenisation des parts de LLC, en fait, qui sont l'équivalent de sociétés foncières qui possèdent les biens immobiliers. Et en achetant donc un token de chez Realty, en fait, l'utilisateur est propriétaire d'un bout de la foncière et donc de facto, on peut le dire, d'un bout de l'immobilier que cette foncière détient. Chez Block, ça fonctionne pas comme ça, parce qu'il a fallu aussi s'adapter à la législation française. On avait cette possibilité de créer des foncières qu'on aurait pu tokeniser, mais ça a amené à d'autres problématiques sur lesquelles on va venir pour vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, la différence entre Realty et Block, c'est que Block, lui, va émettre en fait des obligations qui seront représentées par la blockchain et qui s'appelleront donc des jetons Block. Et ça, c'est la principale différence entre Realty et Block. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi le modèle de Realty qui est un modèle qui peut exister? C'est qu'en fait, si on tokenise directement les parts de société, on est confronté à deux problématiques. La première, c'est que sur le marché secondaire, vu que les sociétés qui détiennent les biens seraient des sociétés à prépondérance immobilière, c'est-à-dire que leur principale activité, c'est de détenir l'immobilier, à chaque revente de ces actions, on aurait des droits d'enregistrement équivalents aux frais de notaire qui seraient ponctionnés. Donc ça, sur le business model, sur des montants à partir de 50 euros,
ça biaisait un petit peu le modèle. La deuxième chose, c'est que quand on veut lever des fonds, comme Block va le faire, sur des actions de société, on aurait très vite été qualifié en fonds d'investissement alternatif et du coup, ça aurait été d'autres contraintes. Là, le fait d'émettre des obligations qui poursuivent un but commercial nous prémunit en grande partie de ce type de problématique. Très bien. Du coup, je vois aussi, j'ai vu aussi sur le light paper que vous aviez pour ambition de potentiellement vous élargir en Europe et à l'international. Est-ce que vous avez regardé un petit peu le cadre légal hors de France et quels sont les pays que vous avez déjà ciblés? Alors, pour être tout à fait honnête, on s'est d'abord occupé de régler toute la partie compliance sur le territoire national parce que, très honnêtement, on doit être le pays où c'est le plus compliqué pour mettre en œuvre ce type d'application, d'outil. Donc la réponse est non, on n'a pas encore regardé les mécanismes juridiques qu'il faudrait mettre en œuvre à l'étranger. Ça viendra en son temps, hein, de toute manière. Mais il faudra, quoi qu'il arrive, effectivement faire cette étude du cadre légal dans les différents pays dans lesquels on souhaite s'implanter pour pouvoir apporter une solution qui soit pertinente et complètement compliance pour le territoire visé. Sachant que dans l'idée, on pourrait toujours créer le même type de société en France qui pourrait détenir des biens à l'étranger et émettre les, les mêmes obligations sur des biens. Pour l'instant, c'est l'idée qu'on a. Après, en termes de sourcing de biens, aujourd'hui, on a des contacts en Allemagne, en Suisse, en Espagne, au Portugal, euh, qui nous permettront assez vite de pouvoir proposer des biens dans ces pays-là. Très bien. Je regarde en même temps le chat. Hein, je vois que Ouais. Il y a des questions dans le chat un petit peu ou dans les gens qui écoutent, si quelqu'un veut poser des questions. il y en a un qui a dit tant que je ne le vois pas avec Stéphane sur M6, c'est que c'est pas un expert. Alors, pour ne rien te cacher, on a été sollicité à l'agence avec Wacas 3 ou 4 fois par M6, parce qu'ils ont l'habitude de solliciter les agences. C'est un choix personnel que de ne pas y aller avec Stéphane. C'est vrai que c'est une très bonne émission. Ensuite, il y a Boss qui répond aux questions en parallèle hein, sur les NFT. Comment pourrait-on avoir un NFT? Ça, il a répondu. Ouais, peut-être que vous voulez expliquer un petit peu ce système de NFT, pourquoi investir dans les NFT, votre système aussi pour comment je peux investir chez Block. Et je crois que vous avez la prévente en ce moment en plus, donc si vous voulez dire 2 mots là-dessus, on vous écoute, hein. Je vais juste faire l'intro et Pierre développera. Effectivement, c'est une des grandes nouveautés de Block et c'est aussi ce qui va nous différencier de nos confrères en France. C'est qu'on va créer une économie à double jeton. C'est-à-dire qu'il y aura le bloc qui est un security token, donc qui lui va représenter les obligations sur la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est encadré légalement. Donc on va pouvoir distribuer du rendement là-dessus. Et on va créer un utility token qui lui sera un token qui sera utile et qui aura des use cases importants sur la plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, la Private Sale permet d'avoir donc du BKT, qui sera l'utility token, à un prix défiant toute concurrence. Je te laisse, Pierre. Ouais, il y a 2 points. Effectivement, on est actuellement en pleine private sale et les NFT ne sont pas du tout en rapport avec la private sale, mais serviront pour pouvoir être waitlistés sur les 2 premiers rounds de l'ICO. Et donc, effectivement, il y avait cette question de savoir quelle était la méthodologie qu'on allait mettre en place pour pouvoir whitelister les gens. Et on s'est orienté là-dessus. On a produit donc une série de NFT pour le round 1 dans un premier temps, où on propose à la communauté, en fait, prochainement d'aller les minter donc, sur le site. Et en mintant un NFT, en ayant un NFT dans son wallet, on est donc waitlisté pour acheter un ticket. Il faudra autant de NFT que de tickets qu'on souhaite acheter. Donc si on souhaite participer au round 1 de l'ICO en voulant acheter 3 tickets par exemple, il faudra donc posséder 3 NFT. En sachant que pour inciter les gens à rentrer dans ce mécanisme de mint, puisque le mint est à 0,35 IGLD, on a choisi en fait de faire en sorte d'envoyer, de airdropper 300 BKT par NFT possédé par utilisateur. Donc la personne qui va minter, je donne un exemple au hasard, 10 NFT par exemple,
eh bien, recevra 10 fois 300 BKT en airdrop, donc l'équivalent de 3000 BKT. Ceci viendra en fait compenser le coût d'acquisition du NFT. Dans les NFT, que ce soit pour le round 1 ou le round 2 dans un second temps, il y a deux NFT différents qui pourront être mintés de manière aléatoire, un NFT dit régular et un NFT portant un petit bandeau VIP. Chaque NFT en fait permet de créer des use cases au-delà du fait d'être whitelisté sur les différents rounds, créer des use cases sur la plateforme. Le NFT Regular, en fait, permettra à leurs utilisateurs, une fois qu'ils auront participé à la ICO et que la plateforme sera active et qu'on aura nos premiers biens en vente, de pouvoir acheter, avoir une réduction sur le premier bloc de chaque série. Donc, quand on parle de série, c'est pour le produit. À chaque fois qu'il y a un nouvel appartement, produit immobilier. En possédant ce NFT, on aura moins 3% sur l'acquisition du premier bloc sur chaque série. Pour le VIP, il y a le même mécanisme, sauf qu'on n'est pas sur moins 3%, mais sur moins 10% de réduction sur l'achat du premier bloc de chaque série. Et en plus de ça, on partagera avec les holders de ce NFT VIP 50% des royalties qui seront générées par la revente de ces NFT sur le marché secondaire. Et il y aura également, il y a d'autres use cases qui vont exister autour de ce NFT VIP, et là qui sont liés à l'exploitation de la plateforme. Mais ça, on y viendra en vous détaillant un petit peu les différents use cases du BKT, justement. Il y a un certain nombre de deals qui se feront sur la plateforme qui apporteront des rendements importants, ou plus importants que les produits classiques. Et effectivement, en possédant ce NFT VIP, on va rentrer dans ce qu'on a appelé nous le club deal block, qui permettra donc justement à ces holders de NFT VIP d'accéder aux biens les plus rentables sur la plateforme. On a de toute façon fait des infographies hein, qu'on va mettre en ligne. Certaines sont disponibles déjà dans les papers et puis on va mettre une infographie pour les use cases. Au niveau des use cases du BKT, quand même, parce que on va les répéter, il y aura un programme de staking dans un premier temps qui interviendra assez rapidement après la ICO. Il y aura également, donc pour les détenteurs de BKT, plusieurs avantages. La première, ce sera la possibilité de participer à une loterie qui permettra de gagner des semaines de vacances dans des logements qui sont à destination de locatifs saisonniers. Bloc va acheter des résidences de prestige pour créer du rendement dessus et les mettra en location sur type Airbnb. Et donc effectivement, certaines semaines seront réservées aux holders de BKT qui pourront participer par tirage au sort. Ce sera la possibilité, on le voit hein, sur Realty ou même sur Brix, les biens partent très très vite. Détenir du BKT, c'est la possibilité d'avoir un temps d'avance sur ceux qui vont acheter en fiat et qui ne seront pas du tout connectés avec un wallet, puisqu'il y aura un accès de 48 heures avant la mise en ligne du bien pour le grand public. Ce sera également la possibilité d'avoir des programmes qui seront uniquement réservés aux détenteurs de BKT. C'est-à-dire que les programmes les plus prestigieux, ceux qui apportent le plus de rendement, seront réservés à ces utilisateurs. Et puis ensuite, au niveau des autres use cases, bah, c'est la possibilité d'acheter des blocs en BKT et la possibilité de percevoir ses loyers également en BKT. Un dernier point également sur les use cases du BKT, et ça on reprécisera les choses puisque compte tenu du fait que le jeton bloc est une obligation, il y aura certainement des choses à repréciser, mais l'idée c'est de dire que en détenant un certain nombre de BKT, en les loquant sur la plateforme, les utilisateurs pourront participer à une loterie où on a prévu sur chaque programme immobilier de airdropper un pourcentage entre 0,1 et 0,5% de la supply de chaque programme auprès de la communauté. Donc il y aura entre 0,1% et 0,5% de blocs de la série en question qu'on fera gagner par tirage au sort également. Voilà, on a fait des infographies qui permettent de visualiser tous ces points Tu veux rapidement. qu'on essaie de partager ça tout de suite ou pas? Euh, Bon, alors hop, je vais essayer de vous partager ça. Très bien. Je sais pas si vous voyez bien. C'est sur le compte. Alors, ouais, en haut à gauche, regardez le stream.
voit à gauche pour nous. C'est bon. Donc les use cases du BKT. Exact, exact, exact. Là, ça permet de repréciser un petit peu les choses sur les différents use cases. Donc, Pierre en a parlé. Il y aura un accès prioritaire, donc une méthode de waitlisting en fait, des holders de BKT. L'idée, c'est qu'effectivement, il faudra les logs sur la plateforme. Et en fait, en fonction du nombre de BKT, vous débloquez les différents use cases. Donc, effectivement, le waitlisting, à partir de 1600 BKT, les personnes qui donc auront bloqué 1600 BKT sur la plateforme ou qui participeront dans les mêmes proportions au programme de staking seront whitelistées pendant 48 heures et auront donc la possibilité d'acheter des blocs avant la personne qui va payer elle en carte bleue par exemple. Le deuxième correspond donc à ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est le airdrop des jetons blocs. Donc là également qui se fera par loterie, tirage au sort. L'idée étant de créer vraiment une plateforme très axée expérience utilisateur avec cette volonté que ce soit fun, que ce soit ludique, que ce soit sexy, que ça donne envie en fait d'y aller en prenant du plaisir. Parce qu'acheter un blog finalement c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment qu'on apporte quelque chose en plus, qu'on crée de la valeur ajoutée à cette plateforme que n'ont pas nos confrères ou concurrents sur la blockchain ou pas d'ailleurs. Et il y a les avantages vacances, donc là on en a parlé effectivement, donc ce sera sur des biens à vocation de location saisonnière. Dans le cadre de notre exploitation, on ne bouquera pas l'intégralité des semaines, on en laissera certaines vacantes, on fera tirer au sort pour les faire gagner à la communauté. Et il y a ce dernier point effectivement qu'on a nommé nous Club Deal Block, donc qui est l'accès de manière exclusive aux holders de BKT sur les programmes les plus prestigieux. Et il y aura d'ailleurs deux niveaux de programmes, les programmes pour les membres Silver et les programmes pour les membres Gold. Ça dépendra du nombre de BKT détenus par le holder, j'imagine. Tout à fait. C'est effectivement sur le nombre de BKT dans le tableau, la petite infographie que vous avez sous les yeux. Et Très bien. la possession du NFT aussi. Effectivement, le club Deal Block, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on a le NFT VIP avec la petite bannière VIP que vous voyez là, vous fait rentrer directement dans le club Deal Block. Voilà. Et du coup, les NFT sont en vente actuellement? Pas encore. Pas Pas encore. On est en train de terminer les derniers tests de smart contract. Ils le seront très prochainement, voilà, dans quelques jours, quelques semaines au grand maximum. Très bien. Alors, je voulais savoir s'il y avait des questions un petit peu des gens qui écoutent, si quelqu'un a envie de poser des questions. Je n'ai pas regardé trop dans le chat s'il y avait des questions. Pour l'instant, regardez. Il y a un post qui répond à pas mal de questions de façon en direct. Très bien. Oui, il y a une question assez intéressante sur les taxes. On est bien d'accord que si on reçoit nos revenus en BKT, on est également taxé à 30% sur les revenus locatifs. Ça peut nous permettre d'alléger un peu les taxes. Alors oui, dans le principe, effectivement, nous, on fera un récapitulatif en fin d'année sur toutes les sommes versées. Quoi qu'il arrive, que ce soit les intérêts ou le bonus au moment de la revente ou la revente d'obligations avec un équivalent de la plus-value, seront taxés effectivement à 30% si on est à la flat tax ou au barème progressif selon les personnes et le choix qu'ils font sur leur imposition. Mais dans l'idée, oui, effectivement, ça serait taxé à 30% sur la plus-value réalisée. Ouais, il y a vraiment, il faut distinguer deux points sur la partie fiscale, mais tout ça on le précisera bien sûr sur la plateforme, encore une fois, pour que ce soit très user-friendly. Il y a la quote-part des loyers, des fractions de loyers en fait, qui sont perçues via la détention de blocs. Que cette quote-part soit versée en USDC, en BKT, en euros, effectivement, il faudra le déclarer. Et ce sera assujetti effectivement soit au PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, ou au choix pour l'utilisateur, pour le contribuable, de le déclarer via le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui concerne la potentielle revente de ces jetons, que ce soit des jetons blocs ou des jetons BKT. Là, pour l'intégralité de la revente des crypto-actifs, il faudra effectivement s'acquitter de la flat tax sur la plus-value réalisée. Très bien, c'est clair.
J'avais une question concernant, par exemple, tout à l'heure vous disiez qu'on pouvait mettre des blocs en collatéral dans la Oui. finance, enfin qu'on pourra plus tard mettre des blocs en collatéral dans la défi. Est-ce que vous avez prévu un système pour que si j'ai des blocs, je les mets en collatéral si vous, dans le même temps, vous avez envie de vendre le bien parce qu'il y a une opportunité à saisir? Alors, Comment ça se passe? de toute façon, on préviendra assez à l'avance avant la vente d'un bien. Ça se fait pas en un claquement de doigts, la vente d'un bien. Nous, on sera toujours soumis au même délai incompressible du notaire. Donc les notaires sont pas blockchainisés, entre guillemets. Ils en parlent, mais c'est pas près d'arriver, je pense, avant une petite dizaine d'années. Euh, donc nous, voilà, à partir du moment où le bien sera mis en vente, on aura toujours un délai de 2-3 mois qui courra. De toute façon, même si la personne, comme je le disais tout à l'heure, nous a pas rendu les blocs, euh, on les rendra, enfin, il y aura plus d'intérêt qui seront versés dessus. L'idée, ça sera qu'on les burn, qu'ils n'existent plus. De toute façon, qu'on rembourse la personne d'une manière. Enfin, le dernier détenteur du bloc sera remboursé. Ouais, on peut imaginer que ça s'apparente un peu comme un rachat en fait C'est ça. de token. L'idée étant de solder la dette, puisqu'en fait l'obligation est une dette pour l'entreprise Block. Et d'ailleurs, il y a des règles très précises qui existent, qui entourent en fait l'émission d'obligations, qui sont qu'on doit pouvoir annoncer un délai de remboursement et un pourcentage de rentabilité également sur l'obligation à son émission. Donc en fait, à chaque fois que la personne va acheter un jeton bloc, elle signera donc un contrat de manière électronique sur la plateforme où ces éléments seront clairement indiqués, que ce soit le délai pour rembourser l'obligation et son taux d'intérêt. Effectivement, en cas de revente, bloc donc rachèterait les jetons en question et potentiellement les brûlerait derrière, effectivement. Très bien. Ouais. Et vu qu'il y a un contrat, c'est-à-dire que si on prend le côté inverse, c'est-à-dire que si c'est Block qui fait faillite et que moi j'ai un contrat du coup sur une obligation, qu'est-ce qui se passe aussi dans ce cas-là? Alors, Je- Effectivement, c'est une bonne question qui nous permet de préciser un petit peu plus les choses. Pour chaque acquisition d'un bien immobilier, Block va créer un SPV, donc une société en fait, elle, va faire l'acquisition du bien immobilier. Donc chaque bien immobilier est porté par une société différente, qui sont elles-mêmes des filles de Block. Donc ça permet de diluer le risque, puisqu'en fait la gestion du bien 1 n'est pas là, enfin, n'impacte pas la gestion du bien 2. Donc la probabilité que Block fasse faillite, je ne vais pas dire est faible, mais est clairement diluée par ce mécanisme où effectivement la gestion de chaque bien se fait via une entreprise enfin, à part entière, effectivement. Tu voulais rajouter un truc? ouais, d'autre part, lorsqu'une société fait faillite et qu'elle a des dettes, les actifs de la société sont revendus. En l'occurrence, ces sociétés-là ne détiendront que de l'immobilier et effectivement, bah, les obligations seront remboursées en priorité au moment de la liquidation donc de chaque société. Alors effectivement, si on crée une SPV pour un projet et que le mois d'après, la société est liquidée, les investisseurs perdront un peu d'argent parce qu'ils n'auront pas amorti les frais de notaire et les éventuels travaux qui auraient pu être faits sur le bien. Mais dans l'idée, c'est pas ce qui se passera. Et effectivement, donc chaque société émettra ses propres obligations de manière complètement indépendante. Et qu'effectivement, voilà. Dans tous les cas, même si la structure vient être liquidée, les actifs, eux, sont bien réels et seront vendus pour rembourser les dettes de la société. Très bien. Donc en fait, un bloc est tout de suite est directement en lien avec un seul immeuble, enfin un seul bâtiment. Donc très bien. Mais par contre, j'avais une question concernant que je ne me perde pas. Oui, voilà. Imaginons, il y a une vacance locative ou des travaux dans un immeuble que je détiens. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurai plus de rendement pendant un certain temps? Alors, non, puisqu'en fait, dans le cas d'une obligation, nous, on est obligé de rembourser. Donc, en fait, c'est nous, dans notre business model, où on a prévu. Donc, déjà, il y aura une GLI, garantie loyer impayé, sur l'ensemble des biens détenus par bloc.
Et de toute façon, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est provisionnable, entre guillemets. On connaît les taux de défaut classiques et c'est quelque chose qui est provisionnable. Bloc a l'obligation de rembourser les obligations euh, pour le coup. Donc nous, même si on a des vacances locatives, ça ne changera rien pour l'investisseur, parce que nous, on sera obligé de toute façon dans le contrat de payer les intérêts liés à ces obligations. Ensuite, sur les travaux, il y a une bonne question, je me permets d'y répondre. Comment gérez-vous les détériorations du bien, du rafraîchissement à la destruction? Alors, il y aura des assurances, bien entendu, sur tous les biens seront assurés. Et ensuite, il y aura, en fonction des projets, une provision qui sera faite pour éviter de devoir rappeler des fonds 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans euh, auprès des détenteurs de blocs. Donc on provisionnera puisque ça c'est pareil, on sait dire, il peut y avoir des erreurs, mais on sait dire en gros, tiens, dans 10 ans, j'aurai ça à faire comme travaux, j'aurai tel rafraîchissement à prévoir pour la revente. Donc voilà, il y aura une provision qui sera faite de toute façon sur chaque projet pour pallier justement à ces impératifs qui peuvent arriver. Effectivement. Mais quoi qu'il en soit, une obligation, encore une fois, a des règles, et même s'il y a des vacances sur la location des biens, nous, on est tenu d'honorer le remboursement de la créance pour l'utilisateur. Il y avait une question sur la private. Je sais pas qui souhaitait des précisions sur la private sale. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est en pleine private sale. Donc on a émis 200 tickets de 5 000 euros. Donc chaque ticket donne droit à 50 000 BKT. Donc à l'origine, les private, c'est plus à destination des VC et des hedge funds. On a décidé, nous, de l'ouvrir à la communauté en priorité. On est en discussion avec beaucoup de VC. On a, nous, des cibles avec des VC avec lesquels on souhaiterait travailler parce qu'ils n'apportent pas que de l'argent, mais aussi des compétences pour créer une marque forte, euh, pour des accompagnements marketing ou autre. Voilà, on sait un peu avec quel VC est-ce qu'on souhaite travailler. On est en discussion avec pas mal d'entre eux aujourd'hui. Euh, mais effectivement, on a décidé d'ouvrir la private en priorité aux gens de la communauté. Donc aujourd'hui, il est encore possible d'acheter euh, des tickets. On en a déjà vendu pas mal et il reste encore des tickets à destination de la communauté pour la private. Sachant qu'il y a une période de lock euh, sur période de lock et vesting sur les tokens partenaires, sur les tokens de la team et sur les tokens de la private. Partenaire et private, il y a 12 mois de lock et 8 mois de vesting. Et les tokens de la team, il y a 18 mois de lock et 18 mois de vesting pour les tokens qui sont à destination des fondateurs, mais également des premiers salariés de l'entreprise Block. De toute manière, en ce qui concerne la private sale, vous pouvez, et je vous invite d'ailleurs fortement à le faire, rejoindre notre Discord et vous trouverez toutes les informations dans le chat dédié. Vous pouvez tout à fait aussi interpeller Boss pour qu'il puisse vous en toucher deux mots. Il sera évidemment un plaisir de le faire. Est-ce que Block détient est exposé à de la dette directement? Non, ce seront chaque SPV qui seront elles, exposées. C'est elles qui vont émettre les obligations une par une. Regardez hein, s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions dans le vocal aussi, n'hésitez pas, hein. Moi, j'avais une question, par exemple, pour vos holders, est-ce que vous prévoyez de leur offrir, par exemple, des services de conseil immobilier, d'offrir votre savoir-faire, en fait, à vos holders, vu que Alors, vous créez une communauté? Alors, je dirais effectivement, ça fait même partie de notre stratégie d'acquisition, de créer du contenu, du contenu gratuit à destination effectivement de monsieur et madame tout le monde. Euh, on va pas se placer en tant qu'influenceur, formateur immobilier, comme on en voit beaucoup, mais effectivement, on donnera des tips, des façons de faire, des procédés qui existent et il y aura énormément de contenus qui seront créés sur l'immobilier. Après, effectivement, on n'avait pas forcément réfléchi à le faire pour la communauté, mais on pourra
effectivement envisager de faire pourquoi pas des séances ou des choses comme ça, des webinaires exclusivement réservés à la communauté pour donner des tips un peu plus particuliers. Une bonne idée, on en prend note. Alors, est-ce que vous pouvez passer en vocal? Ah oui, ok, on doit être limité à 25. D'accord, et bien sûr, on va passer en vocal. Ah oui, c'est bon. Hop. Eh bien, à tout de suite. Il y a un peu plus de monde qui peut rentrer du coup. Voilà, ça fonctionne ou pas? Voilà, j'avais une question, moi, concernant. Vous m'entendez? Oui, oui, très Ouais. bien. Ouais, j'avais une question, par exemple, si quelqu'un veut investir en euros et, recevoir de l'euro, c'est complètement possible. Alors tout à fait, c'est d'ailleurs un des grands principes de Block. Nous, l'idée, c'est notre tagline, c'est de rendre l'investissement immobilier accessible à tous. Donc accessible à tous, ça veut dire aussi bien aux personnes qui ne connaissent rien à la crypto et qui d'ailleurs ne veulent même pas en entendre parler, qui veulent juste placer leur argent pour obtenir un rendement sur des actifs qui sont adossés à de l'immobilier. Effectivement, on aura deux systèmes de connexion. On aura ceux qui vont se connecter de manière classique, un identifiant, un mot de passe, et qui eux vont payer en carte bleue. Et puis on aura également un système de connexion via son wallet, où effectivement bah, là on aura tous les avantages et on aura une interface qui sera un peu différente de ceux qui ne veulent que du fiat. Ceux qui ne payent que en euros ne recevront effectivement que des euros s'ils se sont connectés comme ça. Donc par virement, grâce au KYC, etc. Quoi. Donc très bien. Tout ça, c'est contractuel en fait. De toute façon, tous les utilisateurs de la plateforme seront KYC, tous les utilisateurs, enfin tous les investisseurs de la private sur le BKT, de l'ICO seront KYC également. On ne prend pas de risque là-dessus. On a un projet, on veut s'inscrire dans le terme. On va être le plus compliance possible vis-à-vis de la réglementation. Donc effectivement, voilà, on prend des précautions. L'idée est d'être un projet sur le très long terme. D'accord. Et donc le PKT, en fait, il sera le bloc, pardon, le token bloc, est-ce qu'il sera transférable d'un wallet à l'autre? C'est-à-dire que si moi je suis KYC, j'envoie le bloc que j'ai acheté sur le wallet d'un ami à moi, c'est mon ami qui va toucher Alors, alors effectivement, les alors oui, récompenses? ce sera possible de transférer donc sur le marché secondaire, il sera possible de revendre ce bloc. Ça ne se fera que sur notre plateforme pour différentes raisons, mais effectivement, oui, dans cette optique-là, on ne pourra pas transférer son bloc à quelqu'un que nous, on n'a pas KYC sur le site. Donc le marché secondaire se fera principalement sur notre plateforme. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ouais, moi, c'était par rapport au collatéral. Ouais. On peut, si j'ai bien compris, on peut déposer les blocs pour réinvestir. C'est ça, hein. Ouais. Oui. Et du coup, ça fait une boucle, plus ou Comment? moins. C'est ça, ça fait une boucle, hein. C'est l'idée. L'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur les protocoles DeFi qui existent grâce à la blockchain pour pouvoir proposer des nouveaux véhicules, des nouvelles manières d'investir aux utilisateurs et créer une stratégie d'investissement au long cours, en fait, pour eux, en créant effectivement des boucles grâce à la DeFi. Donc c'est effectivement le but. Acheter un bloc, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de pouvoir générer une mécanique d'investissement pour l'utilisateur qui soit plus efficiente que de l'investissement classique. Et c'est ce que permet la blockchain grâce à ces protocoles DeFi. C'est tout à fait exact. Et du coup, moi, c'est plutôt par rapport à la sécurité. Est-ce qu'il y a une limite quand même au niveau des boucles de prévues? Parce Alors, qu'on peut voir comme ce qui s'est passé un peu avec Celsius et d'autres, mais peut-être c'est un mauvais exemple, mais bon, voilà, c'est ça qui me fait peur dans les boucles en fait. l'avantage de cette mécanique aujourd'hui, comme je vous dis, c'est quelque chose qui vient en fin de roadmap. Donc on a encore des points à préciser là-dessus. L'avantage un petit peu de cette mécanique, c'est que la personne qui va vouloir mettre ses blocs en collatéral, le bloc il a une valeur.
il va être estimé tous les ans puisque les biens seront réestimés de manière annuelle. Le bien, il a une valeur, aujourd'hui il vaut 50 euros, dans 2 ans il vaut 53 euros, 55 euros, peu importe. Cette valeur ne change pas. Déjà, on n'a pas le risque de liquidation comme on peut avoir sur des cryptoactifs qui sont soumis à la volatilité, où si je passe en dessous de ce que j'ai emprunté, bah, j'ai le risque d'être liquidé. Là, on a beaucoup moins ce risque, à moins que l'immobilier chute drastiquement, mais il y a il y a peu de risques. Après, concernant une infinité de boucles, oui, effectivement, l'idée, de toute façon, si la personne ne rembourse pas son prêt, puisque c'est aussi de ça dont on parle, les blocs sont mis en collatéral, ce n'est pas pour rien. C'est effectivement pour garantir que les fonds seront récupérés par le prêteur. Effectivement, et derrière, pour revenir à ta question, il se pose effectivement la question du partenaire, puisque Block travaillera avec un partenaire qui proposera du lending et borrowing sur la DeFi, protocole DeFi, sur la blockchain Elrond. On a commencé à discuter avec un potentiel partenaire actuellement. Et en ce sens, le choix effectivement du partenaire est stratégiquement essentiel pour nous. Donc on prend aussi le temps de préparer ça comme il faut pour s'assurer effectivement que ce soit complètement sécure pour nous ou pour l'utilisateur final. Je précise que ça ne se fera pas sur Block directement, mais que ce sera certainement via un prestataire de l'écosystème. Ok, d'accord, merci. Ouais, je vois une question dans le chat qui demande si vous avez besoin d'être PSAN pour conserver des actifs. Si c'est bien ça. Est-ce que vous êtes PSAN? Est-ce que vous êtes concerné par ça ou pas du tout? Alors, on ne conserve pas les actifs à proprement parler, que ce soit les blocs ou les BKT. Je laisse Pierre préciser ce point-là. Alors, effectivement, il y a une question qui se pose sur la détention, le fait de locker des BKT sur la plateforme. Vous savez, pour bénéficier des différents use cases qui sont liés à la possession de BKT, donc deux choses. Soit effectivement, on partira sur une stratégie où on fera du snapshot de wallet, et auquel cas, donc, ce sont bien les holders qui détiennent les BKT sur leur wallet, et donc il n'y a pas de détention pour compte de tiers de la part de Block. Et effectivement, sur la partie de choisir, de bloquer, si j'ose dire, ces BKT on-platform, là se posera la question de l'obtention du PSAN pour être complètement dans les clous, si j'ose dire. Donc, aujourd'hui, pour émettre du bloc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un PSAN. Néanmoins, la question pourrait se poser demain si on fait le choix de demander à la communauté de bloquer leur BKT sur la plateforme plutôt que de les holder dans leur wallet. Ça reste à définir. Si tel est le cas, effectivement, il faudra qu'on y passe également pour obtenir un PSAN. Mais en tout état de cause, actuellement, dans le cadre qu'on souhaite suivre, ce n'est pas obligatoire. Ce qui ne veut pas dire que ça ne le sera pas demain. Très bien. Alors j'ai une autre question aussi dans le chat. Sur l'achat d'un bloc, combien de pourcentage représente tout ce qui concerne les frais de gestion? Enfin, tout ce qui est frais autres, quoi. Alors, en gros, Block prendra 8% de frais de gestion sur le loyer perçu et 2% de frais de plateforme. Donc ça représentera 10% en tout. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous achetez un bien immobilier, vous le mettez en gestion locative. Il y a 10% qui sont entre 6 et 12% qui sont pris en général par les agences immobilières. À partir du moment où vous confiez votre bien à la gestion, on sera sensiblement sur les mêmes. D'accord. Et ce sera dans le même ordre pour une revente, du coup, sur la plus-value, vous gardez 10%. C'est ça, on prendra Très bien. également sur la plus-value au moment de la revente. On va reverser, oui, 90% de la plus-value sera reversée en termes de bonus aux détenteurs de blocs. Très bien. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Je regarde aussi si j'ai des questions. Ouais, moi j'ai une question. Bonsoir. Moi, ma question elle concerne le fait parce que souvent on parle long terme quand on parle d'immobilier. Alors comment vous voyez votre investissement immobilier? C'est-à-dire que
je suppose que vous aurez je sais pas, des immeubles que vous voulez avoir pour du très long terme parce qu'ils ont un bon revenu locatif et d'autres que vous avez plutôt en 5-10 ans en vous disant, ben, celui-là, si je le rénove, etc., dans 5 ans, 10 ans, on pourra le revendre avec une bonne plus-value. Comment vous voyez ce différent type d'investissement entre l'achat-revente, même si c'est pas en 1 an ou 2 ans, et ce que vous voulez vraiment garder longtemps pour du revenu locatif pur? Alors, dans les premiers cahiers des charges qu'on est en train d'établir, on est sur des durées de détention entre 5 et 15 ans pour les différents projets. Au bout de 15 ans, on sait que le bien est largement amorti et souvent c'est le moment souvent c'est le moment de le revendre. Donc voilà, en gros, pour les durées de détention prévisionnelles, on sera entre 5 et 15 ans selon les projets. Et effectivement, ça dépendra, oui, de la rentabilité, de l'emplacement, des possibilités d'évolution sur les différentes zones géographiques, du marché également. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qui sont analysés et pris en compte pour estimer cette durée. Ok, top. Merci. Je voulais savoir, moi, s'il y avait par exemple possibilité de prendre des assurances complémentaires. Je sais pas, ou alors, est-ce que toutes les assurances sont déjà comprises quand on investit? Alors effectivement, c'est justement à la charge de Bloc de prendre l'ensemble des assurances nécessaires à l'exploitation de l'activité pour se prémunir des risques. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, quand vous, entre guillemets, achetez de l'obligation, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'assurance à proprement parler qui couvre ça. Pas à ma connaissance, mais voilà. Sur le bien, en tout cas, non, il n'y aura pas d'assurance. Sur la partie immobilière, il n'y aura pas d'assurance en plus à prendre pour le souscripteur de l'obligation. Non, effectivement, comme le dit Pierre, l'idée c'est qu'effectivement ce soit à la charge de Bloc dans sa stratégie de mettre en place tous les garde-fous pour se prémunir de potentiels problèmes, dans l'optique toujours d'avoir une solution toujours axée expérience utilisateur et pour laquelle l'utilisateur n'aurait rien à faire si ce n'est acheter des blocs pour percevoir une plus-value. Encore une fois, l'idée c'est de débarrasser toutes les contraintes qui peuvent exister pour l'investisseur via la plateforme Block et que ça se fasse de manière extrêmement simple pour lui. Très bien. Après, j'avais une question d'ordre plus large au niveau économique, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à assister petit à petit à un encadrement des loyers et en même temps à une augmentation de l'immobilier. Euh, Comment vous pensez gérer ça en termes de rendement, par exemple, si les loyers commencent à être encadrés partout, etc. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, tout à fait. Oui, alors moi, pour l'avoir vu, notamment sur la région parisienne, puisque j'ai vécu l'encadrement des loyers, l'annulation, puis la remise. Euh, alors effectivement, ça limite à un moment donné l'augmentation des prix. Fait baisser la rentabilité inexorablement. Après, aujourd'hui, ils souhaitent mettre l'encadrement des loyers sur des zones qui sont très tendues. C'est à la discrétion de chaque ville. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encore bien défini. Ils pourront pas encadrer l'ensemble du pays sur l'encadrement des loyers. Ce serait une hérésie. Voilà. On- Il y en aura sûrement dans des grandes villes, mais c'est pas forcément les villes que nous on va cibler. Euh, il faut trouver un certain équilibre. Si on regarde par exemple Paris, les rendements attendus d'un investisseur à Paris sont en général de l'ordre de 2-3%. Rares sont les investisseurs à Paris qui vont chercher du 10% parce qu'effectivement, bah, c'est très dur à trouver. Par contre, ils espèrent une très grosse plus-value au bout de 10-15 ans de détention. Donc, c'est pas le même type d'investissement. Nous, effectivement, on se concentrera sur des zones où on pourra apporter du rendement plutôt qu'une très grosse plus-value. L'idée, c'est d'avoir un certain équilibre entre les deux, et souvent, c'est corrélé au fait que les loyers ne soient pas forcément encadrés. Très bien, donc en fait, vous êtes prêt, quoi.
tout cas, On y travaille. on a une connaissance du marché et des mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on est très confiant. Euh, on n'est pas à l'abri demain que la réglementation change et que ça change le business model. Encore une fois, on s'adaptera. Je pense que c'est aussi le propre d'une entreprise de devoir s'adapter à la réglementation. On voit aujourd'hui, même les plus grands s'adaptent à toutes les réglementations qui viennent encadrer les cryptos. Voilà. Ça tue pas les business, ça les modifie. Et l'idée, c'est juste d'arriver à bien s'adapter et à prendre le virage à chaque fois, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le chat, dans les gens qui nous écoutent? Apparemment non. Du coup, si vous avez peut-être, je ne sais pas si vous voulez voilà, réexpliquer une dernière fois comment on peut réinvestir chez, chez, chez Block et comment Et vous trouvez, etc. Et puis, on va faire la promotion de la private, hein, puisque c'est l'actualité actuellement chez Block. Donc voilà, si vous souhaitez investir, donc acheter un ou plusieurs tickets pour la private, c'est directement, vous prenez attache avec Boss sur notre Discord qui vous donnera toutes les infos et qui vous éclaircira tous les points. Nous, on est disponible hein, aussi sur le Discord, que ce soit Pierre ou moi, on essaye de participer un maximum quand on a un peu de temps et répondre aux questions quand on nous sollicite. Nos mails, nos LinkedIn sont disponibles également, donc voilà. D'ailleurs, petite info, mais on a pris attache avec l'ensemble des personnes hein, qui ont souhaité acheter des tickets sur la private. Donc on a un Google Form qui est disponible et j'ai pris attache personnellement avec l'ensemble des investisseurs pour créer un contact privilégié avec les investisseurs de la première heure. Donc voilà, ça a été assez bien reçu. Donc ceux qui veulent investir en sauront un peu plus. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas encore divulguer lors des amas en public, mais qu'on divulgue en off. Voilà, c'est l'occasion. Et sachant qu'à partir de 2 tickets, il y a un NFT qui est offert également dans le package. Exact, exact. Je me suis permis de vous repartager donc le screen des use cases du BKT pour vraiment mettre l'accent dessus et bien comprendre que le BKT, c'est l'économie de la plateforme côté crypto, où effectivement, il vous faudra des BKT pour acheter des blocs si vous souhaitez les acheter en crypto actif. Donc c'est extrêmement important de rappeler ça. Effectivement, demain, vous souhaitez acheter des blocs sur la plateforme avec des crypto actifs, il vous faudra des BKT. Et en possédant un certain nombre de BKT, comme vous le voyez certainement sur l'infographie que je vous ai partagée, ça vous débloquera différents use cases qui sont indiqués. Donc le BKT est vraiment au centre du projet, en tout cas sur la side crypto. Voilà. C'est l'élément d'économie, c'est l'élément d'avantage de la plateforme, que ce soit sur le waitlisting, que ce soit sur la partie un peu gamifiée des airdrops de jetons, des avantages vacances, ou l'accès aux produits les plus premium. Effectivement, il faudra du BKT. Que ce soit sur la plateforme ou dans le wallet. Ça, on reprécisera les choses en temps voulu. Néanmoins, les nombres de BKT qui sont indiqués sur l'infographie, ça ne devrait pas bouger. parfait, merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions suite à ça. Ah, il y a une question. L'entité bloc aura-t-elle des créances? Si la réponse est non, on est d'accord que cela veut dire que tous les biens sont achetés sans crédit. Donc du coup, les biens sont achetés à crédit. Hein. Alors, les biens sont achetés grâce aux obligations qu'on va émettre. La question de est-ce qu'on complète, parce que ça peut être intéressant que la SPV fasse un crédit, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Vu l'augmentation des taux de crédit et vers là où on se dirige dans les 2-3 ans, ce ne sera pas forcément judicieux de compléter le financement avec un crédit. Si demain on redescend à des taux en dessous de 1%, effectivement, là, il y a un réel intérêt à compléter le financement pour faire un effet levier et que tout le monde puisse en profiter. Mais si on remonte sur des taux à 4%,
ça vient réellement gréver la rentabilité et dans ces cas-là, vaut mieux payer cash. Sachant que ça fait partie aussi de notre stratégie auprès des vendeurs euh, d'arriver et de leur proposer des offres sans conditions suspensives. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans les quelques années qui arrivent, dans les 3 4 ans qui arrivent, on va avoir déjà beaucoup de logements qui vont être mis sur le marché parce que mauvaise étiquette énergétique. Donc ça fait partie de nos stratégies d'investissement. Donc ces gens-là vont être pressés et c'est surtout qu'on va se retrouver avec les taux d'usure qui sont très limités, avec un nombre d'acquéreurs beaucoup moins important, d'acquéreurs particuliers, je parle beaucoup moins important que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. On a des cas, hein, des personnes de 57, 60 ans qui, à l'époque, il y a encore 6 mois, pouvaient facilement faire un crédit pour acheter une résidence principale. Et aujourd'hui, pour 30, 40 euros à cause du taux d'usure, ils le dépassent. Et du coup, ils se retrouvent à ne plus pouvoir acheter le bien. Donc voilà, on risque, les acheteurs vont revenir en position de force à partir du moment où ils auront du cash et qu'il n'y aura pas de conditions suspensives. Les vendeurs sont assez vigilants aux conditions de financement, effectivement, des acheteurs dans les quelques mois et années à venir. Très bien. J'ai une autre question. Comment allez-vous gérer la fluctuation du BKT? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre la valeur en dollars, c'est ça? C'est-à-dire que peut-être qu'un mois, je recevrai 100 BKT, le mois d'après, peut-être seulement 80 si le cours a augmenté de 20%? Oui, oui, parce qu'effectivement, le BKT, il a une valeur, enfin le bloc, pardon, a une valeur en euros avec un pourcentage d'intérêt versé dessus également en euros. Donc effectivement, la quote-part des loyers qu'on percevrait en BKT s'ajustera en fonction de son cours pour respecter le pourcentage de remboursement. Très bien, donc c'est le cours en euros qui prime. D'accord, bah, du coup, c'est parfait. Une quote-part versée en BKT de manière fixe en termes de nombre de BKT, mais bien en fonction de son cours. Donc on pourra avoir plus ou moins de BKT en fonction du cours de ce dernier. D'accord, donc voilà, j'ai la question qui suit en fait du coup de Crypnab. En fait, il dit si j'achète un bloc avec 100 BKT, ça se trouve quand je vais le revendre, peut-être qu'il vaudra que 20 BKT si le BKT a fait x5 entre temps, par exemple. Vu que là, on prend aussi la valeur en euros. Alors lorsqu'on parle de revente, on parle de revente sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, il ouvrira des possibilités pour que les gens puissent revendre avec d'autres cryptoactifs ou offrir la possibilité aux acheteurs sur la marketplace de pouvoir acheter le bloc avec des USDC par exemple. Sachant que le BKT a aussi vocation à être listé, hein. Donc sur des SEX ou des DEX. Il pourra tout à fait être échangé ensuite pour percevoir le montant de Ouais, USDC. pour du Je vais, stablecoin. je vais rep- ouais, je vais reprendre ma question si tu veux, Yos. En fait, ma question, elle est surtout sur le fait que, par exemple, disons que moi, je bloque, enfin, quand j'achète un bloc, littéralement, je bloque 100 BKT, par exemple. Mais ça veut dire que je vais revendre ce bloc, ou que, par exemple, vous vendez le bien, est-ce que je récupère ces 100 BKT que j'ai de base, et du coup, avec la fluctuation du cours, ou est-ce que je récupère l'équivalent à ce moment-là en BKT? Alors il y aura certainement, on laissera certainement le choix à l'utilisateur de choisir effectivement la méthode de remboursement sur la nature de la monnaie qu'il souhaite recevoir. Mais effectivement, ce sera l'équivalent. Si aujourd'hui tu achètes un bloc, on va dire 100 BKT, si 3 ans après c'est le moment de le vendre et que le BKT a fait x5, dans ces cas-là tu récupéreras 20 BKT ou alors tu auras la possibilité de récupérer, si ça a augmenté, ce sera peut-être 21 BKT, puisque le bloc aura lui aussi sûrement augmenté. Tu récupéreras soit 21 BKT, soit 52, 53 euros en fonction du. J'ai pas fait les calculs, hein, c'est peut-être pas très juste, mais je pense que tu as compris l'idée. Tu pourras les récupérer en euros ou en BKT. Mais Ouais, mais du coup, en fait, je me pose une question de supply derrière ça. C'est-à-dire que comment vous gérez une supply si vous rendez pas la totalité des BKT à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle en termes de crypto pure, du coup.
J'ai pas bien compris la question, excuse-moi, j'ai peut-être mal entendu. Par, par exemple, si j'achète un bloc sans BKT, mais que au final, à la fin, on m'en rend que 20 parce que le cours, il a fait x5, d'accord? Qu'est-ce qui se passe de la supply des 80 BKT qui manquent? Il y a deux choses dans la partie supply, vous l'avez peut-être vu sur notre partie tokenomique. Il y a ce qu'on appelle la réserve opérationnelle chez nous, qui sert justement à recevoir des BKT et en émettre pour ceux qui choisiraient de recevoir leurs revenus en BKT. Et en fonction de la position de cette dernière, on fera des arbitrages. Il n'est pas impossible qu'effectivement, si la réserve opérationnelle est pas vide, mais se tend à se vider, eh bien, on proposera effectivement là d'émettre du remboursement plutôt en USDC plutôt qu'en BKT vu qu'on en a moins. Et inversement, si la réserve opérationnelle est pleine, si j'ose dire, eh ben, on essaiera de mettre en place des incentives pour que les gens n'utilisent pas du BKT pour nous en payer des blocs, mais plutôt utiliser de l'USDC. En fait, il y aura un ajustement de la réserve opérationnelle en priorisant des moyens de paiement en fonction du positionnement de cette réserve. Sachant que nous, l'idée, effectivement, c'est d'arriver à maintenir un cours de BKT qui soit haut et qui soit non pas stable, mais enfin, voilà, qui reste avec une valeur qui soit intéressante pour les détenteurs. Effectivement, s'il n'y a plus assez de BKT dans la réserve opérationnelle pour émettre du remboursement de l'obligation, on précisera sur la plateforme que le remboursement à partir de telle période se fera en USDC et non plus en BKT. On sera obligé, Ok. parce qu'on n'est pas sur une supply qui est inflationniste, on est sur une supply qui est déterminée. Et effectivement, en fonction du positionnement de la réserve opérationnelle, il faudra prendre des décisions ou des orientations justement pour pouvoir manager ça, piloter ça au mieux. Chose qui est importante à comprendre, c'est aussi pour ça qu'on a déterminé un nombre de BKT pour chaque use case. Comme vous l'avez vu, ou vous pouvez encore le voir peut-être sur l'infographie, l'idée étant de créer non pas une tension, mais plus la plateforme sera adoptée, plus il y aura de gens qui vont donc bloquer, si j'ose dire, ou holder des BKT. Et forcément, vu qu'on n'est pas inflationniste la supply, il y aura certainement une tension, ce qui provoquera certainement naturellement une augmentation du cours du BKT. Et puis après, effectivement, derrière, en fonction de ce qui reste dans la supply, on fera des réorientations, soit on privilégiera un remboursement en USDC ou plutôt en BKT en fonction de la position de la réserve opérationnelle. Ok, merci. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Vous avez bien challengé, les gars, sur les questions. J'espère qu'on a été clair. On a pu. Ouais, c'était très bien. Vous avez toujours. Est-ce que vous voyez bien l'infographie que je vous ai partagée là sur les use cases BKT, les montants, les choses comme ça? Oui. Super. Donc effectivement, le BKT est vraiment au centre en fait du projet, en tout cas sur la side crypto. C'est extrêmement important à comprendre parce que c'est dans notre stratégie. En fait. C'est dans notre stratégie et ça permet aussi de créer une mécanique pour l'utilisateur où il sait déjà à quoi va servir ses BKT. Il comprend également que avec l'adoption de la plateforme, ça crée une demande importante sur le BKT et le fait de les holder dans le wallet, qu'ils ne soient pas sur des exchanges, etc., ça crée une raréfication de sa disponibilité sur les DEX ou sur les exchanges centralisés, qui aura forcément un impact sur le cours et donc, on l'espère, qui réjouira la communauté. Tout à l'heure, dans le chat, Boss expliquait qu'il y avait peut-être des mécanismes de burn. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, c'est notre volonté, au-delà de faire en sorte que ce ne soit pas inflationniste, on aimerait faire en sorte que ce soit déflationniste.
Euh, Aujourd'hui, il y aura un mécanisme. Nous, on souhaite qu'il y ait un mécanisme de burn qui soit réalisé pour burn un certain pourcentage de la supply. On n'a pas abordé le sujet aujourd'hui parce que ça doit faire l'objet d'un audit approfondi pour connaître les bons mécanismes de burn. Est-ce que c'est des mécanismes de burn lorsqu'on récupère des BKT suite à l'achat de blocs sur la plateforme, ou est-ce qu'on s'oriente plutôt sur un mécanisme de rachat au marché chaque année d'un certain nombre de BKT pour les burns? Ça aujourd'hui c'est pas arbitré parce que ça doit faire l'objet d'un audit qu'on fera une fois enfin, là, quand on aura récupéré suffisamment de fonds effectivement pour pouvoir payer ces travaux d'audit. Mais c'est dans la volonté de Block effectivement de créer un mécanisme de burn pour faire passer cette supply d'un mode stable à un mode déflationniste. La proportion, le pourcentage de tokens qu'on souhaite burn à terme, en tout cas dans notre idée, c'est ce qu'on va poser comme base lors de l'audit de la tokenomics, c'est 30%. On fera des précisions lorsque l'audit sera réalisé pour vous expliquer comment et quand et dans quelle proportion on burnera des tokens BKT. L'idée, encore une fois, c'est de créer de la valeur sur le BKT. Pour créer de la valeur sur le BKT, il faut qu'il y ait des use cases qui soient forts, avec des incentives qui vont en parallèle. Et si on prend tout ensemble la popularité potentiellement de la plateforme et donc la demande en BKT couplée avec une déflation du nombre de BKT disponibles, ça créera une mécanique de hausse des prix du BKT. C'est ce que nous, on souhaite. En fait, la finalité, elle est là. Très bien. Moi, j'avais une dernière question concernant votre plan de communication. Est-ce que vous avez prévu d'élargir un petit peu la com, un petit peu plus comme les acteurs traditionnels de votre secteur? Alors, tout à fait, ça fait partie de nos prochaines étapes à la rentrée. Ouais, effectivement, je vais pas constituer une équipe marketing forte. On est en train de se rapprocher hein, également de créateurs de startups qui ont très bien fonctionné, qu'on a dans notre carnet d'adresses et qu'on nous présente pour aussi prendre des bons conseils hein, auprès de marques très connues. Oui, on aura de la communication traditionnelle. L'idée, c'est qu'on devienne une entreprise où, en fait, le blockchain, pour nous, on veut que ce soit juste un outil et qu'on soit un projet, entre guillemets, mainstream où personne qui va venir pour la première fois sur le bloc ne connaîtra pas les mécanismes. On fera en sorte qu'elles viennent, si elles le souhaitent, à pouvoir utiliser du BKT. Mais voilà, on aura effectivement des plans de com assez traditionnels, réseaux sociaux, presse, Vous avez influence. aussi des appuis politiques, enfin, parce que un petit peu de lobbying, ce genre de choses, pour aider à l'adoption de la blockchain au grand public? Ouais, effectivement, de tenter au fur et à mesure, on fera tout ce qu'on peut en tout cas euh, pour tenter déjà de faire de la pédagogie si on peut. Et voilà. Après, aujourd'hui, je suis pas assez haut placé personnellement en politique pour avoir une grande influence, mais en tout cas, on travaillera pour répandre le message et tenter de faire avancer les choses grâce au concept et à la preuve que ça fonctionne, quoi. Tout à fait. C'est vrai que nos politiques en France sont pas extrêmement crypto-friendly, on va pas se mentir. Mais bon, on a bon espoir que les mentalités évoluent aussi là-dessus parce qu'on est convaincu que l'outil blockchain en lui-même devrait s'imposer en fait, de lui-même comme l'a fait Internet pour ce qu'est la blockchain en elle-même, c'est-à-dire un registre électronique partagé. Et en ça, c'est une vraie révolution. Donc, je pense que les choses vont quand même bouger dans le bon sens. Oui, moi je prends souvent l'exemple d'Aquaverse, par exemple, qui en gagnant des concours internationaux, ce genre de choses, arrive à faire parler d'eux et arrive à intégrer la blockchain un petit peu dans le monde traditionnel, en fait. Et eux, en fait, ils partent du principe que c'est les projets qui doivent montrer ce qu'ils sont capables de faire grâce à la blockchain pour qu'elle soit adoptée petit à petit et acceptée. Tout à fait, tout à fait. Des projets comme Coat également qui Exactement. à faire parler d'eux aussi dans des médias
traditionnelle. Voilà, nous, on est assez fans hein, des projets effectivement qui arrivent à lier l'économie réelle et l'économie de la blockchain, qui aujourd'hui était encore assez floue. J'étais à une conférence il y a 3 jours sur les pixels vont-ils remplacer la pierre. Il n'y avait que des néophytes. C'était très très drôle. Enfin voilà, on parle vraiment de. Je sais pas si récemment vous avez eu l'occasion de discuter avec une trentaine de personnes qui ne connaissaient rien du tout au métaverse, à la blockchain, aux crypto et autres. Moi, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec autant de monde d'un coup sur un sujet. Et du coup, voilà, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Et effectivement, c'est à travers des projets et à travers des utilisations pratiques que ça va se démocratiser. Mais de la même manière, c'est aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a de la blockchain qui va s'utiliser sans même qu'on sache, sans même savoir qu'on l'utilise. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour convaincre de l'utilité de la blockchain, il y a rien de mieux que la preuve par l'exemple. Concrètement, c'est évident. Donc c'est ce à quoi nous, on va s'atteler pour convaincre effectivement de l'intérêt de la blockchain. Parfait, merci beaucoup. Je vois une question dans le chat qui demande si vous avez quel niveau de transparence vous avez au niveau des travaux, des frais d'entretien, etc. Est-ce que vous faites des comptes rendus peut-être? Je pense que c'est ça le fond de la question. Alors, Et, l'idée- et avez-vous des objectifs d'avoir vos propres agents d'entretien maintenance pour limiter les frais? alors, double question. Alors, la première, effectivement, on sera le plus transparent possible sur les biens. On a même, pour tout vous dire, l'idée de faire un programme, un ou des programmes un peu expérimentaux où on fera voter les détenteurs de blocs sur des orientations de travaux, de moments de revendre. Enfin voilà. On a des projets comme ça où on souhaiterait effectivement expérimenter des choses avec la communauté. Donc oui, il faudra de la transparence. Sur ça, aucun souci. Tous nos frais seront affichés. Enfin voilà, comment on gagne notre argent et autres, tout ça sera affiché. On a aucun souci avec ça. Sur la partie, avez-vous des objectifs d'avoir vos propres agents? Alors, on est en train dès aujourd'hui de structurer tout ce qu'on va appeler nous les chasseurs blocs qui seront là, eux, pour trouver les biens, s'installer sur un secteur, euh, avoir les opportunités avant que les biens soient mis en vente, et puis aller visiter également les biens qui sont déjà en vente. Ça, c'est la première partie. Donc eux, ce seront des agents commerciaux, comme ça se fait de manière traditionnelle, sauf qu'ils n'auront pas la partie vente à faire, ils seront là juste pour sourcer des biens. Et puis effectivement, sur toute la partie gestion, aujourd'hui, on passera au début par un partenaire qui a plus de 100 000 lots de gestion sur la France et qui, effectivement, s'occupera de la gestion dans un premier temps. Une fois qu'on aura assez de lots sur un secteur donné, sur une zone donnée, effectivement, on internalisera ces fonctions-là pour réduire, nous, les coûts de bloc. En revanche, on aura du mal à être en dessous des 8% de frais de gestion. Et sur le lien en particulier au début pour vous centraliser. On ferait au passage maintenant chasseur et donc réduire les frais grâce à cette centralisation. Oui, on ouvrira entre guillemets ville par ville. En tout cas, effectivement, on aura un interlocuteur privilégié ville par ville. On a déjà ciblé, on a déjà des villes en tête forcément. Et effectivement, les choses vont se faire dans l'ordre. On ne va pas tout de suite proposer 50 biens d'un coup sur la plateforme. Ça se fera petit à petit. On a un plan bien établi, que ce soit en termes d'acquisition sur les 3 prochaines années. On sait le volume qu'on souhaite faire et on sait que c'est des volumes qui sont atteignables. Par expérience, encore une fois, ça se fera petit à petit et pour couvrir l'ensemble du territoire assez rapidement. Et puis ça dépendra également des opportunités de marché qui existeront, hein, bien sûr. On ne se refuse pas, si on a un bien sur une ville, de proposer un bien sur une autre ville, si effectivement le jeu en vaut la chandelle, si j'ose dire, et qu'on puisse proposer des rentabilités qui soient intéressantes pour l'utilisateur. Ce serait dommage de s'en priver, sous prétexte que c'est pas dans la même ville que le premier bien immobilier. Mais dans l'idéal, effectivement, si on pouvait démarrer sur toute une zone et avoir des bons produits sur toute une zone, ça nous permettrait très vite d'internaliser les frais de gestion locative.
Parfait. Est-ce Est-ce qu'il y a des questions? Oui, excusez-moi. euh, vous voulez offrir un NFT à une des personnes du Discord? Donc je te laisse le choix de décider qui. Ah, vous offrez un NFT à la commu? C'est ça. Ah, Une c'est personne cool. et Ouais, c'est la petite surprise du soir. de ton Discord. Donc soit des gens qui sont là dans le chat, soit une personne complètement au hasard. Mais je pense que dans les quelques personnes qui sont là, ça peut être cool. Donc je sais pas, tu peux screen, tu fais. Enfin voilà, on te laisse cette chance. C'est vrai quand on n'avait pas parlé, mais on a eu l'idée. Ouais, vous me prenez un peu de cours, mais c'est super cool. Ben, je pense qu'on va faire un petit tirage au sort parmi les gens qui étaient là, qui ont commenté et tout ça. Donc, pensez à laisser un petit message dans le chat si vous étiez là. Et, et je pense qu'on va faire un tirage au sort parmi les masques, du coup, donc bien parmi les holders qui étaient là. Et voilà, je pense qu'on va faire ça. Je te laisse gérer ça comme tu l'entends. C'est cool, merci beaucoup. Bah, du coup, j'en profite pour repréciser donc le NFT. La personne qui va gagner le NFT aura donc la possibilité, grâce à ce NFT, d'être whitelisté sur le round 1 de l'ICO. Et avec ce NFT, elle aura donc le droit d'acheter un ticket de 1800 BKT, puisque chaque ticket fait 1800 BKT sur le round 1. Très bien. 1800 BKT, ça représente combien en investissement? En dollars? Pour que ce soit bien clair. En dollars, je ne veux pas te dire de bêtises, je peux te dire en euros, ça fait 270 Ouais, euros. en euros, d'accord. 270 euros, très bien, ça marche. Ok, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Bah, on espère que ça vous a plu, qu'on a été clair. Nous, on était très contents en tout cas de vous présenter ce projet. On a pris une bonne heure 20 pour présenter tout ça, mais je pense que c'était bien. Et puis voilà, on espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à parler de notre projet et puis à nous faire aussi de la publicité un petit peu pour faire grandir notre communauté, parce que c'est notre prochain gros challenge, c'est d'arriver à augmenter notre Discord et notre Twitter. Donc évidemment, vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre le Discord, où effectivement aujourd'hui c'est notre premier canal en fait de communication au-delà de Twitter. C'est plus direct, on interagit aussi plus régulièrement avec la communauté. C'est vrai que ce soit Pierre ou moi-même, on est très peu, on passe très peu sur Twitter, un peu plus sur Discord. Donc c'est là où les infos arrivent généralement en priorité. Parfait, c'est noté. En tout cas, on fera ce qu'il est en notre pouvoir pour vous aider. Moi, je tenais aussi à vous remercier parce que je trouve que vous avez été très clair, vous avez été très, très transparent. Et personnellement, je trouve que votre projet est très, très bien au-delà du fond de ce que vous faites. Je trouve aussi qu'en termes de... Pour rendre la blockchain accessible à tout le monde, je trouve que c'est un très très beau sujet en fait. Ça explique très facilement en fait les utilités de la blockchain. Bah, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Nous c'est notre ambition, donc forcément avoir des retours comme ça, c'est toujours plaisant, et on va faire le maximum pour créer un outil qui soit à la fois très user-friendly, parce que encore une fois c'est vraiment essentiel pour nous, que les personnes puissent prendre du plaisir en allant acheter un bloc, et voilà, et puis essayer de moderniser un petit peu cette activité de l'immobilier fractionné. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée.